On est dans un contexte où les inégalités sont déjà importantes en France. On a les 10% les plus riches qui possèdent plus de la moitié des richesses. Et dans ce contexte-là, le gouvernement fait le choix d'une réforme fiscale essentiellement en faveur des plus riches, en offrant plus de 24 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, en tout cas ce qui est annoncé jusqu'à présent, aux plus riches et aux grandes entreprises, ce qui fait que les pauvres, de l'autre côté, risquent d'en payer l'impôt cassé, puisque c'est des mesures fiscales qui sont essentiellement à destination des plus riches. Alors dans ces mesures, évidemment, il y a quoi? L'ISF, évidemment. On peut prendre l'exemple de l'ISF. En effet, c'est plus de 3,5 milliards d'euros qui devraient être versés aux 1% les plus riches. Ils sont très peu, les ménages en France, à payer l'ISF. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a essayé de calculer pour une richesse équivalente à celle de Bernard Arnault. Ça représenterait un cadeau fiscal de l'ordre de plus de 550 millions d'euros. C'est à peu près 1,5 fois le montant de la baisse des APL annoncée, pour donner un ordre de grandeur. Sur l'ISF, vous avez entendu l'argument du gouvernement, bien sûr, qui est de libérer aussi cet argent, d'essayer de relancer l'investissement. Ça peut servir à ça aussi. C'est en effet l'argument du gouvernement qui malheureusement doit être confronté à la réalité et aux preuves empiriques de ces dernières années. À chaque baisse d'imposition du capital et des plus riches, on n'a pas vu une relance de l'investissement. D'ailleurs, pour investir, il y a un rapport qui a été remis au Premier ministre qui nous dit que la problématique, ce n'est pas libérer le capital comme on l'entend, mais c'est bien favoriser l'investissement à travers les banques. Et donc, il y a fort à penser que les cadeaux fiscaux qui vont être reversés aux plus riches ne seront pas nécessairement réinvestis dans l'économie française, mais serviront davantage à épargner, voire à spéculer sur les marchés financiers. Dans votre étude, vous avez donc, j'allais dire, monétisé, en tout cas, réussi à quantifier précisément ce que ça allait changer pour les ménages les plus pauvres et les plus riches. Est-ce que vous pouvez nous donner ces chiffres? Alors concrètement, on a essayé de mesurer deux choses en reprenant notamment les études faites par l'OFCE. Et donc, si on regarde juste l'impact des réformes fiscales, les 10% les plus riches vont connaître une hausse de revenus 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres. Mais il faut les financer, ces cadeaux fiscaux. Et si on prend en compte l'impact parallèle de la baisse de prestations sociales due à ces cadeaux fiscaux, on a même une différence colossale, puisque les 10% les plus riches verraient leur revenu augmenter de 1 193 euros par an, quasiment 1 200 euros, alors que les 10% les plus pauvres verraient leur revenu baisser de plus de 330 euros par an, et donc l'écart est colossal. Alors c'est ça qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, en effet. On imagine éventuellement la hausse des revenus pour les plus riches, mais pourquoi est-ce que les revenus des plus pauvres baisseraient comme dans un effet de balancier? Parce que financer des mesures fiscales, c'est un manque à gagner pour l'État, un manque à gagner important qui doit s'accompagner d'économies. Ces économies annoncées par le gouvernement sont de l'ordre de 16 à 20 milliards d'euros. Ces économies, elles sont faites dans des budgets qui sont essentiels en termes de prestations sociales, notamment à destination des plus pauvres. C'est le cas des APL. Donc, quand on prend en compte ces baisses de prestations sociales, les pauvres sont les premiers à en payer le prix, puisqu'ils sont les premiers à bénéficier de ces prestations sociales. Là, on parle de quoi aussi? De la hausse de la CSG, de ce genre de choses qui touchent... Alors, la hausse de la CSG, ça va toucher tout le monde. La hausse de la CSG, ça va en effet toucher tout le monde, mais ceux qui vont en payer davantage le prix sont par exemple les retraités à revenus moyens, donc ce ne sont pas forcément les revenus les plus riches qui vont en payer le prix. Pareil pour les fonctionnaires qui ne vont pas avoir la couleur des compensations. Et puis il faut aussi prendre en compte derrière les mesures fiscales à destination des entreprises, puisqu'on a un paquet fiscal très important. Le gouvernement, en prévoyant de baisser le taux d'imposition des entreprises, prend le risque de diviser par 2 les recettes de l'impôt sur les sociétés, des recettes qui sont déjà en baisse colossale ces dernières années. Sur la CSG, là aussi, vous avez entendu l'argument du gouvernement, qui est de dire que, d'une certaine façon, cet argent sera récupéré plus tard, dès 2018 d'ailleurs. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte pour la CSG, c'est que la baisse va se faire en plusieurs temps. Elle va se faire au moins en 2 temps entre la première et la deuxième moitié de l'année, alors que, par exemple, la baisse de la taxe d'habitation qui est censée compenser cette mesure, elle va se faire même sur 3 ans. Et donc, ça va faire un manque à gagner. C'est un stratagème habile de la part du gouvernement. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la CSG est un impôt plutôt injuste, puisque le taux d'imposition est le même, quel que soit le niveau de revenu. Et sa hausse se fait dans un contexte où elle a déjà explosé, puisque la CSG a été multipliée par 6,7 en l'espace de 20 ans. Merci.